Qu'est-ce que nous apprend le confinement, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue collectif? Le premier élément, c'est la privation de liberté. Dire ça, c'est une évidence, mais c'est une privation de liberté qui est à la fois une privation de liberté de mouvement, à la fois une privation de liberté de travail, de vie sociale et relationnelle, au nom de la distanciation sociale nécessaire. C'est assez inédit de ce point de vue-là, et parce que c'est inédit, ça nous fait toucher du doigt et rendre visible, au fond, l'importance du primat de la liberté dans notre rapport au monde. Au fond, nous sommes profondément des sociétés libérales et anthropologiquement des hommes et des femmes libéraux appuyés sur l'importance de cette liberté comme condition essentielle d'existence. Le confinement nous fait toucher du doigt là quelque chose de central, c'est que la liberté n'est pas simplement liée au propre chef de l'individu, mais la liberté est conditionnée quelque part par les modalités collectives. Il y a une dimension collective à la liberté individuelle, et ça c'est central, bien entendu, et nous rencontrons, nous faisons l'expérience au fond que le pouvoir, qu'une autorité légitime, pour des raisons pertinentes, va pouvoir justifier et limiter au fond l'exercice de notre liberté auquel nous sommes très attachés. De façon évidemment temporaire dans le cas de la crise, mais le temporaire peut devenir aussi du permanent. Et donc la première leçon que nous apprend le confinement, c'est que la liberté est extrêmement fragile et qu'il faut être très précautionneux au fond, et très vigilant de rester en conscience et en éveil, que toute forme de privation de liberté doit être prudemment pensée et prudemment questionnée. Le deuxième élément qui, moi, m'apparaît tout à fait central dans l'expérience que nous vivons, c'est que nous touchons du doigt le fait que la liberté n'est pas simplement un fait brut, en soi, diraient les philosophes, mais un processus social au vrai sens du terme. Nos libertés sont le fruit d'une expérience historique, du corps social, fait de médiation, fait de négociation, et nous pourrions là aussi être tentés, pour des raisons encore considérées comme légitimes, et qui le sont très certainement, nous pourrions être tentés de passer outre, de nous passer quelque part de toute cette négociation, ces espaces de médiation entre nous, bref, de faire disparaître quelque part l'importance de l'enracinement dans un corps social de la question de la liberté. Il faut être là encore extrêmement prudent. Comment maintenir en situation de crise, au fond, cette dimension processuelle et sociale de la réalité de la liberté. Enfin, le confinement, et peut-être de manière un peu plus anthropologique, nous fait toucher du doigt quelque chose là aussi qui nous rend la vie difficile, qui est l'expérience de la limite. Notre vie personnelle, mais aussi la vie des sociétés modernes mondialisées, sont des vies qui sont appuyées au fond sur la possibilité constante de déplacer les limites. On pourrait dire par extension, même si c'est pas complètement vrai, que nous vivons quelque part toujours dans l'idée d'un hors limite, qu'il n'y a pas de limite, pas de frontières. C'est le principe de la mondialisation, c'est une déterritorialisation, c'est-à-dire que c'est d'ouvrir et de déplacer sans cesse les limites du possible. Le confinement nous fait expérimenter, au fond, une existence entre quatre murs, une existence qui va s'affronter à la limite de ces murs, du chez-soi, du chez-soi avec d'autres. Voilà. Et ça, c'est contre nature, quelque part, par rapport à notre manière d'exister dans nos sociétés contemporaines. Nous réapprenons quelque part la limite, pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas, ça réintroduit peut-être cette dimension limitée de notre capacité à être. Tout n'est pas possible, et c'est précisément ça qui rend peut-être la question du confinement non seulement